L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, émission du Guide de l'auto du 18 janvier 2025. Louis-Philippe Dubé en remplacement de Antoine Joubert. Je suis avec Gabriel Gélina, journaliste au Guide de l'auto, et Hugues Gonneau, historien automobile et journaliste également au Guide de l'auto. Grosse semaine dans l'industrie de l'automobile au Québec, plus précisément, là, avec les annonces dernièrement du gouvernement fédéral sur la réduction des incitatifs gouvernementaux pour les véhicules électriques, mais également à Montréal, le salon de l'auto qui prend son envol, on peut dire, là, dès aujourd'hui. Au Palais des Congrès de Montréal. On va parler de ces deux sujets-là. On va également recevoir en deuxième partie d'émission M. Denis Leclerc, président du groupe Albi, qui va nous donner un peu le pouls du côté concessionnaire, des conséquences un peu, puis des idées de ce segment d'industrie-là au sujet des incitatifs gouvernementaux qui ont été éliminés là, du côté du fédéral. On va avoir également quelques actualités. Hugues, tu vas nous parler de la Jaguar X-Type dans ton segment de voitures anciennes. Et puis, en clôture d'émission, on va parler de l'essai du Genesis GV80 coupé avec Gabriel. Donc, sans plus tarder, ben, c'était une décision en deux parties du gouvernement fédéral dans la dernière semaine, dans les derniers 7 jours, en fait, le gouvernement qui a réduit ou éliminé son crédit gouvernemental pour l'achat des véhicules électriques et hybrides rechargeables. On parle d'une réduction, une élimination du crédit au 31 mars qui avait été annoncé le vendredi. Et puis lundi, le gouvernement s'est ravisé pour dire que le crédit allait être éliminé immédiatement. Donc quand même une annonce assez soudaine du gouvernement, là. On peut le dire pour le moins. Et c'est une annonce qui cadre difficilement avec les objectifs que ce même gouvernement avait fixés pour l'adoption de véhicules plus verts. Donc, et ce qui est vraiment désolant dans tout ça, c'est que pour le consommateur, il y a quelque chose qui tient, il y a quelque chose qui est offert, tu fais des plans, tu t'enlignes, tu choisis ton véhicule, tu décides, OK, c'est maintenant que je fais le move, je passe à l'électrique. Et là, du jour au lendemain, snap, il n'y a plus rien qui tient. Donc, ça, et bon, ben, évidemment, on peut dire, c'est en phase avec tout ce qui se passe avec Ottawa, avec la démission annoncée de Justin Trudeau. Il y a d'autres chats à fouetter à Ottawa. Ouais, c'est ça, mais toujours est-il que pour le consommateur, pas seulement pour le consommateur, mais pour l'industrie aussi, c'est un problème gigantesque, monumental. Puis il faut dire que, puis on va le dire avant tout le monde, les subventions, les incitatifs gouvernementaux, on s'attendait à ce que ça soit réduit. Oui. On s'attendait à ce que ça soit éventuellement éliminé. Il faut que ce segment d'industrie-là vole de ses propres ailes éventuellement. Mais là, comme tu le dis bien, à cause qu'on essaie de faire adopter la technologie des véhicules électriques, on a un momentum au Québec. Un véhicule sur 3 vendu à la fin de l'année 2024 était hybride rechargeable ou électrique. Et puis là, ben, ce bris de momentum-là, c'est un peu comme un bâton dans les roues, là. Et ces programmes-là, ça fonctionne quand tout le monde sait quelles sont les règles et quelles sont les règles à venir aussi. Ouais, c'est une chose de fermer le robinet graduellement avec un échéancier, avec des dates précises. Puis c'est une chose de dire, on met l'interrupteur à off. Tout de suite, maintenant, parce que... Ça fonctionne pas. Oui, évidemment. Il y avait la réduction des incitatifs gouvernementaux du côté du provincial également qui avait été annoncée graduellement, mais qu'on a mis un terme jusqu'au prochain budget en avril 2025, le 1er avril, on devrait restaurer le crédit prévu pour 2025 au 1er avril 2025. Et tout ça a fait en sorte que, bon, à partir du moment où le gouvernement provincial a annoncé cette réduction-là, et nous, ici, on en a parlé aussi, que probablement au prochain budget fédéral, le gouvernement fédéral allait dans ce même sens-là. À partir de ce moment-là, les consommateurs se sont dit, OK, d'accord, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si on veut profiter du 12 000 $, parce qu'à cette époque-là, c'était 7 000 du gouvernement provincial, 5 000 du gouvernement fédéral, 12 000 $, c'est ça qui faisait en sorte que un véhicule comme par exemple le Kona électrique avait un prix qui, si tu enlevais le 12 000, se rapprochait
beaucoup plus du Kona à essence. Mais là, à partir du moment où tu as les incitatifs qui disparaissent, ben, c'est plus cette même réalité-là. Ouais, c'est plus les mêmes mathématiques. Exactement. Alors, de ce côté-là, le fait que nous, on en ait parlé, que le gouvernement fédéral allait probablement lui aussi ajuster le tir ou ajuster les incitatifs, ça a probablement dû faire en sorte que de plus en plus exactement de consommateurs y aillent de l'avant. Et là, il y a probablement eu beaucoup de demandes ou beaucoup d'intérêts, beaucoup de contrats qui ont été signés. Et probablement que les gouvernements ont été pris de court justement par la vitesse à laquelle les consommateurs sont passés à l'acte. Oui, ça a été le cas pour certains véhicules, d'autres peut-être un peu moins. Hein, les véhicules électriques qui sont pas tout à fait, qui ont été sortis du four un petit peu trop tôt, on va le dire, certains d'entre eux, mais on sait qu'il y a certains constructeurs qui ont eu plus de succès dans le dernier mois, là, notamment 2024, puis d'autres qui sont encore pris avec l'inventaire, et ça fait mal. C'est ça, et on voit maintenant aussi qu'il y a des marques qui décident justement de compenser pour la perte de ces rabais. Il y en a d'autres, par contre, qui sont dans le marché de l'électrique, c'est silence radio. On pense à Toyota notamment. Mais pour Stellantis, ouais, exactement. etc., mais pour beaucoup d'autres marques, ils ont pris un peu le relais, si on veut, des paliers de gouvernement. Et ça c'est assez louable, je dois dire, parce que ça témoigne un peu de leur engagement envers leur clientèle. Oui, tu en parles, puis c'est important parce que Hyundai s'est avancé dans les premiers. Volkswagen également a donné allongé un peu le rabais pour les véhicules 2024, ID4. Pour ne pas parler de celui-là, parce que justement, vers la fin de l'année 2024, les Volkswagen n'a pas profité de cette ruée-là qu'on parle à cause qu'il y avait un problème avec les portières électriques qui a été réglé, là, je pense, pendant le temps des fêtes. Et puis, on se ramasse avec quand même beaucoup d'inventaires de Volkswagen ID4. 1224 unités sont encore disponibles, qui étaient encore disponibles en début de semaine pour de ce côté du Volkswagen ID4. Donc, quand même, c'était très important pour Volkswagen de faire ça. On a parlé de Chevrolet, puis également Nissan, qui était un peu dans la même situation. L'Aria, je pense qu'avec le rabais qui était déjà là de 5 000 $, et puis maintenant, avec l'incitatif, ça devient quand même intéressant, mais c'est très important pour Nissan de s'avancer, justement, parce que c'est des modèles 2024 et non des modèles 2025. On espère, puis on va en parler tantôt avec d'autres acteurs de l'industrie, mais on espère qu'il va y avoir un petit peu plus de cohérence et de fluidité du côté du gouvernement, puis de tous les acteurs là, dans l'industrie pour qu'on soit capable, nous, les acheteurs, je m'inclus là-dedans, quand on prend une décision pour faire le switch à l'électrique, que ça soit... sans plus de questions qu'il y en a déjà, je pense, pour passer à cette technologie-là. Je veux parler en deuxième nouvelle du Salon de l'Auto de Montréal, parce que ça va faire partie importante de nos vies. Au cours de la prochaine semaine, nous, au Guide de l'Auto, on va être là, évidemment, comme à tous les ans, au kiosque pour répondre à vos questions, puis également, si vous voulez faire dédicacer vos livres du Guide de l'Auto 2025. Salon de l'Auto qui est quand même, on parle des salons de l'Auto toute l'année, en déclin, en général, du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, exactement. Mais à Montréal, on a eu 168 000 et des poussières personnes qui ont passé les tourniquets à la 79e édition qui était l'an dernier. Et puis, on s'attend peut-être à ce que cette année, ça soit encore assez populaire. Oui, écoutez, de ce côté-là, là, clairement, on ne reviendra jamais aux belles années, je pense, du Salon de l'Auto de Montréal, où il y avait plus de 200 000 visiteurs qui visitaient le salon Palais des Congrès. Ouais. Mais une chose est certaine, quand le salon est revenu après la pandémie, il y a beaucoup de gens, puis nous, on le sait parce qu'on était là au Guide de l'Auto, au kiosque du Guide de l'Auto, qui arrivaient à la fin de leur visite et qui nous disaient, c'est tout. On n'a pas vu telle marque, on n'a pas vu telle... Et nous, on était pris pour expliquer pourquoi ces marques-là n'étaient pas là. Ces constructeurs-là n'étaient pas là. Donc, ça... Depuis la pandémie, le Salon de l'Auto de Montréal n'est plus ce qu'il était. Vous ne verrez pas de BMW, vous ne verrez pas de Porsche, vous ne verrez pas de Audi. Beaucoup de marques de luxe, premium, ont quitté le salon. Par contre, ce qu'il y a eu de cool l'an dernier, c'est Luc Poirier qui a amené ses 30 Ferrari. Elles sont de retour aussi cette année. À mon avis, personnellement, ça,
Et seulement pour ça, ça vaut la peine d'aller au salon si vous ne les avez pas vus. Parce que c'est une collection qui est absolument magnifique avec des voitures. Mais elle grandit, cette collection-là, année après année. Oui, exactement, parce que bon, il ajoute des modèles à chaque année. Mais je pense que c'est sensiblement la même chose que l'an dernier. Mais heureusement qu'il y a ça. Et heureusement aussi qu'il y a certains concessionnaires, comme par exemple Lamborghini Montréal, Lotus aussi, qui amènent des voitures, McLaren Montréal, qui amènent des voitures exotiques. Bon, parce que ça fait un peu rêver les gens. Mais toujours est-il qu'il y a plusieurs marques qui ont déjà été présentes au Salon de l'Auto de Montréal qui ne le sont plus. Il y en a d'autres qui reviennent ou qui s'installent cette année pour la première fois. On pense par exemple à Polestar ou à Lucid. Bon, là, vous allez me dire, Lucid, c'est des voitures hors de prix, voitures électriques, tout ça. Vous avez raison. Mais ça vaut la peine de venir les voir. Exactement. Le Gravity, c'est absolument magnifique. Puis en même temps, tu as des choses comme le Hyundai Ioniq 9 qui a été lancé. Ben, on était là tous les deux au Salon de l'Auto de Los Angeles quand ils ont présenté ça en première mondiale. Et Hyundai a décidé de l'amener à Montréal. Ça, c'est cool de voir ça, même si c'est encore une fois, c'est un véhicule qui va être très cher. Un véhicule à motorisation électrique qui arrive sur le marché au moment où les mesures incitatives sont réduites. Puis aussi, il y a un autre coup de cœur pour moi, c'est le fait qu'on puisse voir à Montréal la Mustang GT-D. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est pour les amateurs de performance. Là. Absolument. Puis la Charger EV aussi, la voiture électrique. Oui, évidemment. La Charger. Ça, pour moi, là, ce sont les choses les plus cool qu'on a au Salon de l'Auto de Montréal. Avec le kiosque du guide de l'auto. Ben, c'est ça. Évidemment. Fait qu'on espère de vous voir là au salon de l'Auto de Montréal toute la semaine. D'autres actualités dans le domaine de l'automobile, rapidement, le Crosstrek hybride fait un retour. C'est pas la même forme qu'il a déjà pris, qui était un hybride rechargeable. Maintenant, on a emprunté une technologie d'un autre constructeur pour amener la technologie hybride, bien entendu, dans un modèle qui est vraiment populaire là, au Québec. Un modèle qui est super populaire au Québec, mais c'est un peu regrettable cependant, parce que quand on sait que le Crosstrek hybride, c'était un modèle hybride rechargeable avant et que maintenant c'est juste un hybride classique, ça c'est un peu dommage selon moi. Oui. Mais tout de même, le Crosstrek, selon moi, c'est un des véhicules qui est le mieux adapté à notre climat, mais aussi à l'état de notre réseau routier. Avec sa garde au sol surélevée, puis des suspensions qui sont assez souples aussi pour composer avec les inégalités de la chaussée. Alors, le fait d'avoir un modèle hybride qui va avoir une consommation moyenne d'à peu près 8,7 litres au 100, c'est quand même pas mal. En fait, on s'attend à ce que ce soit peut-être à peu près ça, parce que ça n'a pas été annoncé encore, mais ça va peut-être être même mieux que ça, plutôt. Mais toujours est-il que c'est un véhicule qui va être intéressant, mais ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas encore une fois la motorisation hybride rechargeable. Je veux parler de la Acura RSX qui fait un retour. Et quand j'ai entendu ça sans voir d'image, je me suis dit, c'est une partie de ma jeunesse qui revient, la RSX. Une petite voiture sport, facile à modifier, un coupé qui était abordable, on va le dire, pour les performances qu'elle offrait. Mais pouette, Hugues, on ramène encore un emblème, je vais dire mythique. C'est pas mythique parce que c'est quand même assez récent, mais un emblème important pour une génération d'acheteurs chez Honda Acura. Puis on va la mettre en arrière d'un utilitaire électrique. Et voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce véhicule-là à l'heure actuelle. On a vu des images là, sur le guide de l'auto, sur le RSX électrique, mais... Disons que le constructeur est très avare de commentaires. On sait que ce ne sera pas basé sur la plateforme Ultium qui est partagée avec General Motors. Parce que, c'est fini. C'est terminé. Donc, ça va être une architecture propre à ce modèle-là. Mais on a très, très peu de détails, encore une fois, sur le plan technique. On sait qu'ils vont évidemment faire des essais de prototypes. On sait aussi que le véhicule va être assemblé à une usine en Ohio, l'usine Acura qui est là-bas. Mais toujours est-il que c'est un véhicule qui va être probablement intéressant, reste à voir là, ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression effectivement qu'on ramène le nom RSX et qu'on a un peu tout le monde cette déception qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu lorsqu'ils ont ramené le nom Integra. Le phénomène, il est mondial. On a Ford avec la Mustang Mach-E. Tout le monde se demande encore ce que ça va avoir à faire avec la Mustang. Ils ont fait le même coup en Europe en collant le nom Capri, qui était un coupé sport mythique dans les années 60, 70, 80. Ils ont collé ça sur un VUS électrique en Europe. Ça a été une déception monumentale partout en disant mais pourquoi ils ont appelé ça Capri ?
Et tu te dis, mais bon, regardez les gars, ça suffit pas de coller un nom derrière un VUS pour le rendre sexy, intéressant, quoi. Je veux dire, et appeler ça RSX, bah ouais, je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais, ben on le voit à l'écran, là, une coupe 3/4 arrière de cet utilitaire-là, qui est décidément qui ressemble pas mal à tout ce qu'on voit. C'est ça, c'est générique et bon, c'est un VUS coupé, comme il en existe tant d'autres. C'est ça. Mais voilà, on a hâte de voir les performances. Tout d'un coup, ça le rend sexy en lui collant ce nom-là. Regarde, non, je crois pas. C'est ça. Tout ce qu'on voit, on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on a ramené un peu chez Honda Acura le nom Asimo. On avait parlé la semaine dernière du robot Asimo là, des années 90 chez Honda. Ben là, on va donner le nom au système d'exploitation qui va gérer là, les véhicules Honda Acura, qui vont être extrêmement technologiques, évidemment, mais pas dignes du badge RSX. Ah non, bientôt, ils vont nous ressortir les noms N600 et des choses comme ça. Toi, t'as hâte, hein, Hugues? On a hâte, absolument. Dernier mot dans les actualités. Cette semaine, on a appris que Chrysler, en fait, n'allait pas ramener le Chrysler Airflow, il ne faut pas dire Airstream comme les véhicules utilitaires, mais Airflow, qui était aussi un autre emblème de l'histoire automobile. Et celui-là qui a été un gros flop à l'époque. Qui a été un gros flop à l'époque, mais là, maintenant, qui n'a pas passé le modèle de production. On l'avait vu au Salon d'Auto de New York, si je me rappelle pas, il y a plusieurs années de ça, durant la COVID. C'est une décision chez Stellantis qui va à l'endroit d'aller, de sauver un peu les meubles et d'aller ramener de l'eau au moulin. Encore une fois, Stellantis se retrouve dans une situation où, et ça fait des années qu'ils font ça malheureusement, la situation ne cesse de changer et ne cesse de dire on observe. Ouais. On observe la situation, on revoit notre plan produit. Et moi, je me souviens quand, avant Stellantis, quand c'était Fiat Chrysler, tu avais un nouveau plan produit aux 3 mois. C'est-à-dire, voilà, 3 mois plus tard, on va sortir tel modèle en 2018, 19, 20, 25, etc. Et 3 mois plus tard, non, finalement, c'est pas ça qu'on va faire. Donc là, et en fait, il n'y a pas de nouveaux produits qui sortent, il y a des plans produits qui sortent tous les 3 mois, mais tu n'as pas les produits qui viennent derrière. Et ça, c'est une vieille habitude de Stellantis. Malheureusement, l'industrie étant très en flux, on l'a vu encore cette semaine avec l'histoire des subventions, il y a une tension majeure et c'est vrai que actuellement planifier tes produits dans le contexte actuel, c'est un gros casse-tête. Ben ouais. Et surtout, quand t'en as pas. Quand t'en as pas, puis là, ça devient vraiment compliqué, comme c'est le cas de Stellantis en ce moment. Oui, mais c'est parce que Stellantis, au cours des dernières années, ils ont surfé sur la vague des camionnettes Ram. Ils ont surfé sur la popularité des modèles Jeep. Ouais. Et puis, ils n'ont pas vraiment travaillé le reste. Puis en même temps... Encore une fois, il y a et je suis complètement d'accord avec toi, mais il n'y a personne chez Stellantis qui a levé la main qui a dit vous savez, les gars, ça va pas durer. Exact. C'est ça. Hey, je pense qu'on est dans le segment Stellantis de l'émission. What's next? Et c'est de dire simplement, oui, tu as raison, et puis ça a été très payant pendant très longtemps, mais à un moment, tu peux pas croire, tu peux pas planifier tes produits à 5 ans, 10 ans en disant ça va continuer. Ouais, exact. Justement, magiquement. Chez RAM, on mentionne RAM, on a annulé les plans, mis en suspens les plans pour la camionnette REV, qui était entièrement électrique, pour mettre les efforts sur la Ram Charger, qui va être le véhicule à longue autonomie, là, si on veut, avec la génératrice, là, si on veut, Pentastar. Ce qui n'est pas idiot dans le contexte actuel. Dans le contexte politique et dans le contexte économique. Et ça va avec le Airflow, là, de mettre ça en suspens ou d'arrêter ce programme-là. Mais le problème, c'est qu'à force d'annuler des produits, à un moment, c'est pareil. Il faut que ton réseau, faut que tu fasses vivre ta marque, faut que tu sortes quelque chose, là. Ouais. Le guide de l'auto. Bon, on en parlait en début d'émission au sujet des subventions fédérales et aussi provinciales, là, des annonces qui ont été faites en fin d'année et aussi cette semaine. Et puis, il y a beaucoup d'acteurs dans l'industrie automobile. On parlait des consommateurs. On a parlé également des constructeurs là, qui se sont avancés pour pallier un peu là, au cafouillage. Mais on n'a pas parlé beaucoup des concessionnaires nécessairement. Mais aujourd'hui, on voulait avoir le son de cloche d'un des acteurs très importants au Québec, Monsieur Denis Leclerc, président de Albi Le Géant, un groupe de concessionnaires très important à Montréal ou dans la grande région métropolitaine. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour.
Je vais commencer par vous souhaiter bonne année parce que ça va être une année qui va être rocambolesque, rien de moins là, dans l'industrie automobile, suite aux dernières annonces. J'aimerais vivre avec vous un peu ou voir avec vous qu'est-ce qui s'est passé et comment on s'adapte surtout aux changements là, dans votre grand groupe de concessions là, avec ces nouvelles annonces-là. Évidemment que les subventions qu'on travaille avec, ça fait environ 3 ans. C'est quelque chose de nouveau pour nous, les concessionnaires. Normalement, les manufacturiers subventionnent les véhicules à coût de rabais. Et là, c'était quelque chose de nouveau. À la sortie du COVID, beaucoup de concessionnaires avaient des commandes de véhicules en attente. Exemple, le groupe Albi, on a eu jusqu'à 12 500 commandes au pic des ventes de véhicules. Et naturellement, je dirais 30 à 35 de ces véhicules-là étaient des véhicules électriques. Et c'est un peu là que le bas blesse. 30 à 35 des véhicules électriques en commande. On parle d'hybrides rechargeables également. J'imagine. Donc, vous êtes une bonne représentation là, de qu'est-ce qui arrivait là, vers la fin de l'année au Québec, selon les chiffres, là, un tiers. Là. Ben, représentant Hyundai, Kia, Nissan, Volvo, GM avec l'Equinox et Mazda avec des hybrides. Je pense que l'échantillon d'Albi géant est à peu près complet avec Volvo et Genesis pour bien représenter le marché. Et on a vraiment calculé, les signatures ont monté graduellement. Après la première année, on parlait de 15 20 25 30 35 Par contre, comme on n'avait pas les inventaires, puis les manufacturiers ont dû virer le chaîne de montage à bâtir des électriques, mais on vendait 30 mais on livrait 10 Ouais. Donc, nos livraisons étaient comme en attente, au ralenti. Et je pense qu'on va réaliser tantôt que c'est probablement l'endroit où, en tout cas, nous, on a isolé chez Albi, c'est probablement l'endroit où les sous se sont mis à manquer et on a fait exploser le budget. On parle des constructeurs cette semaine qui se sont avancés pour pallier un peu aux décisions du gouvernement. Vous représentez plusieurs bannières, dont des constructeurs qui se sont avancés justement. Quel genre de support avez-vous reçu là, de ces constructeurs-là chez Albi? OK. Si je peux juste récapituler un peu, puis ça va quand même être assez bref, là. La première annonce qui s'est passée autour d'octobre-novembre, c'est le gouvernement du Québec qui dit qu'il réduit de 7 000 à 4 000 $. Ouais. Donc, à ce moment-là, je pense que c'était le premier signal, autant pour le consommateur de se dépêcher et nous, les concessionnaires, de faire nos ventes, qui a arrivé en même temps qui a fité avec les arrivages. Donc, on a reçu beaucoup de voitures qui étaient en commande et on en vendait des nouvelles. Et je pense que au moment où on s'est mis à passer ces transactions-là dans le système EVZE ou dans celui du Québec qui est roulé vert, mais probablement que les demandes en sous ont doublé. À partir de là, le gouvernement du Québec, et je pense que je les comprends, on dit, mais nous autres, on va réduire de 7 à 4 000. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait en bon père de famille, mais là, nous, ça nous a créé un mois de décembre très agréable parce qu'on a probablement fait notre meilleur mois de décembre à vie. Fait que nous, on a beaucoup plus d'ouvrages, mais on a aussi il y a des inconvénients puis il y a des beaux côtés. Alors, lorsqu'on a réduit de 7 à 4 000, Hyundai, par exemple, a décidé de compenser le 3 000 $. Donc, Hyundai était le premier manufacturier à envoyer un beau 3 000 qui remplaçait la partie du Québec. Suite à cette annonce, je pense que c'est 7-8 jours plus tard, probablement que vers la fin de décembre qu'on livrait pour le premier délai, les demandes ont rentré de plus en plus et le gouvernement du Québec annonçait un nouveau deadline pour l'autre 4 000 qui était le 31 janvier 2025, ce qui allait créer un deuxième engouement pour aller plus vite. Naturellement, ces nouvelles dates limites ont probablement entraîné une explosion des demandes de subventions, consommant rapidement le budget disponible. Le gouvernement, de manière responsable, selon moi, n'avait d'autre choix que d'y mettre un terme. Naturellement, cet effet a également provoqué un trou dans le budget fédéral en même temps, parce que si le Québec le véhicule, ben son frère à côté, il allait suivre. Évidemment, c'est les mêmes véhicules. Ben c'est ça. Donc, le fédéral a dû se faire surprendre aussi. Et personne, je pense, je suis pas sûr qu'on a pris le temps vraiment
personne de penser à ça, que ce soit nous, que ce soit le manufacturier. On n'a jamais eu de véhicule en commande comme ça dans notre vie. C'est une première, c'est toutes des premières depuis le COVID. Tout est en première. Tout ce qu'on vit, c'est une première. Alors, on est informé que la subvention fédérale s'essoufflerait avant le 31 mars. Et ça, c'est mercredi, jeudi de la semaine dernière. Ouais. Alors, naturellement, les concessionnaires prudents qui ont des grosses équipes de finances ont toutes processé le rabais, les subventions. Il y en a qui n'ont pas des grosses équipes, ils n'ont pas eu le temps. Je les comprends. Il y en a qui procédaient aux 2-3 mois parce que c'est une tâche, puis c'était pas un gros volume, mais c'est des sous. Alors, lundi matin, 3-4 jours plus tard, on présente un rabais dans le système. C'est marqué que le système est down pour réparation temporaire qui va rouvrir ultérieurement pour avoir une annonce 1 heure plus tard qui nous dit il n'y a plus de sous, c'est terminé. Ça, c'était le 13 janvier. 13 janvier au 31 mars. Moi, quand on me dit ça va terminer avant le 31 mars 2025, puis tu me fais une annonce le 13 janvier, 3 jours plus tard, je trouve que l'échantillon de 3 jours contre 70 jours, il y a quelque chose dans mon rapprochement. Alors, c'est sûr que les concessionnaires se sont dit jeudi, vendredi, OK, on met nos forces là-dessus. Lundi matin, réunion, puis on va aller tous chercher nos papiers, nos sous. Ils n'ont pas eu le temps. Ben oui. J'ai un paquet de confrères. Il y a un paquet de confrères qui ont des sous à risque en ce moment. Là. Fait que, là-dedans, il y a 2 conséquences. C'est le consommateur, le concessionnaire, puis l'image du gouvernement. Il y en a 3. Fait que cette situation causera inévitablement des préjudices pour certains consommateurs. Premièrement, parce qu'ils ont des véhicules en commande de septembre, octobre, novembre, qui vont rentrer en février, mars. Nous autres, on n'a pas eu le temps ou on n'a pas pu protéger le rabais des subventions du programme du fédéral parce qu'ils nous ont comme dit jeudi, vendredi, ça va aller un peu avant le 31 mars. Normalement, le véhicule arrive au bureau, on se rassoit, on passe notre client au financement, il regarde si c'est exactement ce qu'il a commandé, puis on complète la demande de rabais. Ouais. Mais là, le véhicule, il n'est pas arrivé. Il va rentrer en février-mars. Le pauvre consommateur, il va perdre son 5 000. Là. Ça, c'est... Alors, moi, ce que je pense, ça cause une déception, un désagrément à un consommateur. Du côté des concessionnaires, il y en a qui ont livré des véhicules qui n'ont jamais eu le temps de procéder à la demande. Ouais. Eux autres, ils vont perdre le 5 000. Là. Mais évidemment, comme si on résume, à cause le week-end là, un peu fatidique de la semaine dernière a été la clé là, de ça, parce que justement, c'est pas nécessairement que le gouvernement avait pas... Le gouvernement s'attendait pas à avoir tous ces véhicules en commande-là. Le gouvernement n'est pas sur le terrain nécessairement avec vous à regarder tous vos commandes, de cette ruée vers les véhicules électriques-là qui est arrivée après l'annonce de la réduction des incitatifs. Vous, par exemple, ou d'autres concessionnaires qui ont pu traiter des demandes, ont pu le faire avant le week-end ou pendant le week-end, mais après ça, le gouvernement a vu toutes ces demandes-là rentrer et est arrivé lundi et dit « OK, il faut couper parce que justement, on n'arrivera pas à subvenir ». Exact. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il doit avoir des perdants? Est-ce que le consommateur doit être pénalisé? Il doit être puni? Puis le concessionnaire aussi? Parce que nous autres, on n'avait pas exactement leur budget. On ne peut pas gérer leur budget comme eux autres, ils ne peuvent pas gérer nos commandes. Ouais. Ça marche des deux côtés. Mais le consommateur est de bonne foi, le concessionnaire est de bonne foi, puis le gouvernement est de bonne foi. Je pense que tout le monde s'est fait surprendre. Ouais. Alors, moi, de mon côté, et là, on va en venir à votre question parce que j'ai essayé de bien l'expliquer en chemin. Là, on a un manufacturier comme Hyundai qui dit, attends un peu, on laissera pas nos clients tomber, on laissera pas, nous autres, on a un communiqué, on vous laisse pas tomber. Hyundai est le premier mardi matin qui a rajouté 5 000 $. Ouais. Comme il l'avait fait pour le provincial. Là. Donc, lui, il était rendu à 8 000. Lui, il a vraiment chipé in, OK? Mais lui, en même temps, nous dit, il va le faire sur les 2024. Fait que lui, il a déjà son échantillon de ce qu'il va investir. Puis tout le monde le fait juste au 31 janvier. Fait que, oui, tantôt, on peut parler d'un autre sujet parce que je vous lis sur le web et j'écoute les commentaires. J'ai lu les commentaires de nos précieux clients. Puis, j'aimerais ajouter de quoi. Je me permets pas de répondre parce que je pense que c'est leur tribune. Mais moi, j'ai de quoi ajouter à ça peut-être tantôt, si vous me le permettez. Maintenant, on a Hyundai qui est allé pour 5 000. On a Kia
qui a mis 4 000 quelques heures plus tard, mais on comprend que c'est des compagnies sœurs-frères. Alors, ils se parlent. Le lendemain, suite à des discussions avec nous, concessionnaires, Nissan a mis 5 000 sur l'Aria. Et un petit peu plus tard, dans l'après-midi, GM a rajouté 5 000 sur l'Equinox et le Blazer EV. Mm-hmm. Volvo est arrivé avec un 3 000 sur les 2025 puis 4 000 sur les 2024. Donc, là, on a vu que les manufacturiers, ils ont vraiment respecté le client puis ils ont respecté le concessionnaire. Merci beaucoup. Ça, on l'apprécie. Mais c'est temporaire. Oui, exactement. Parce là où c'est différent, je comprends vos lecteurs, que je respecte beaucoup, sont convaincus que les manufacturiers vont mettre les mêmes sous qu'il y avait avant, ça n'arrivera pas. Faut dire la vérité, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'ils vont mettre un 2500, 3000 avec les 2 taxes? Je pense que ça pourrait être quelque chose de logique pour peut-être la période de février-mars, en attendant de voir si les gouvernements vont revenir tel qui a été peut-être spéculé, je dirais. Mais justement là-dessus... Mais on n'a pas de boule de cristal, personne. mais justement là-dessus, on sent que le gouvernement du Québec, lui, va revenir avec les incitatifs à partir du 1er avril. Et là, pour combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce qu'ils vont avoir assez de sous dans l'enveloppe pour gérer ces nouveaux clients, ces nouvelles commandes? Est-ce qu'on va pas... Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas revivre la même situation une fois que le programme revient et que les budgets sont dépensés, là, finalement? Quelle belle question. Je l'adore, cette question-là. OK, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas vivre les montagnes russes, là? Exactement. Voilà. Et pour le consommateur aussi, c'est un enjeu crucial parce que quand on regarde les finances... mais moi, je le ferai en 2 étapes. Ouais. Si vous me parlez des finances, OK? Bien, les finances, si le budget il était pour jusqu'en avril, bien, ils les réouvriront pour 2025 avec mai, juin, juillet, août, septembre. C'est autant une ville qu'un gouvernement va s'auto-financer dans le temps. Fait que je pense qu'ils mettront probablement pas les mêmes sous, mais ils vont sûrement, ce qu'on appelle un peu backer en arrière. Là, je cherche le mot en français. Là. Supporter, ils vont supporter. Moi, je pense que dans les 2 étapes, la première étape qui devrait être faite en tant que gouvernement actuel ou le futur en promesse d'élection, je dirais, là, puis je suis pas politicien pour 5 sous, là, il y a des gens là, qui ont été lésés pour commencer, puis il y a des concessionnaires qui vont être lésés. Donc, moi, je veux bien qu'on rouvre puis donne une subvention en avril, mais j'ouvrirai dans 2 semaines sur une base de 5 jours, puis je permettrai à tous les intervenants concessionnaires d'aller mettre les demandes en bonne et due forme. Je donnerai pas une journée, là, parce que ça prend pas une journée de faire ça. Faut joindre le client. Faut que le client s'enregistre dans Rouler Vert. Faut que le client s'enregistre dans le un VZ2. Il peut me signer une formule, mais faut qu'il m'ait donné une genre de procuration pour que je le fasse pour lui. Des fois, ton travail te le permet pas. Ça prend quelques temps. Ouais. Je donnerais une vraie semaine ou 10 jours nous permettre d'aller réparer l'annonce du 31 mars qui s'est faite 3 jours plus tard, la machine est fermée, là. Moi, si je veux plaire à mes électeurs, puis je veux pas, moi, en tant que concessionnaire, en tant qu'albi géant, là, j'aime pas ça léser un client. J'aime ça régler, puis j'aime ça trouver des compromis parce que, oui, on en a des problèmes. Ça arrive. Il y en a des situations, il y en a tous les jours. Moi, je réouvrirais le système, puis je demanderais aux concessionnaires d'aller mettre tout ce qu'on a là-dedans pour qu'il y ait un étendu, je pourrais appeler ça des dégâts, qu'il y ait un étendu des sous que ça va coûter. Là, ils pourraient prendre ce budget-là et dire, OK, on va le mettre en avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On va le spreader là, mais on va aller régler l'injustice des consommateurs, que lui n'a pas été chanceux parce que son char n'a pas été bâti une semaine assez vite. Mm-hmm. Ça, c'est plate. Puis le concessionnaire, parce que quand ils nous mettent un programme comme ça, là, tout le monde oublie qu'ils nous donnent la gestion à nous autres, là, mais nous autres, c'est pas prévu là, dans notre jour. Tu sais, moi, aujourd'hui, je me lève demain matin, je reçois ça. Là. Juste cette semaine, là, on a changé la pub 3 fois. Rajoute le 5 000, enlève le 5 000, tu l'as plus, tu l'as.
Cette semaine, la plupart des concessionnaires ont été sur pause parce qu'on ne savait plus quoi annoncer. Puis en même temps, tu veux pas que le client rentre avec un offre qui ne marche plus. Là. Ouais. Ça, c'est réglé. La semaine dernière, on a tout fait nos budgets puis nos pubs pour la semaine de cette semaine. Et lundi, il fallu toutes les rechanger. Mais le mardi, quand Hyundai a rajouté le 5000, on a changé la pub. Il a fallu la changer pour Kia dans l'après-midi, Nissan le lendemain, Chevrolet le lendemain, Volvo. Puis il faut pas t'oublier rien parce que vous savez, sur le web, ça laisse des traces. Hein? Fait que des fois, il y a un petit clic qui sort de là 2 semaines, puis c'est une pub qui est terminée. Mais là, le client, il ça, hey, j'ai encore mon rabais, j'ai mon papier. Ouais, c'est comme on vous accuse de fausse publicité, mais c'est pas le cas. C'est juste parce que ça a changé tellement souvent à l'intérieur d'une semaine ou de quelques jours. Déjà qu'on n'a pas nécessairement la réputation la plus enviable au monde en tant que concessionnaire. Puis on travaille fort, en tout cas, la plupart d'entre nous travaillent fort pour essayer d'embellir notre image. Puis on vit des situations comme ça qui... Il y a du monde qui n'a pas dormi cette semaine là, dans l'automobile, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Il y a des clients qui ont mal filé. Là. Pour vous, là, ben là, si je comprends bien, on parle... Il y a eu un peu un manque de communication, manque de planification, mais l'engouement est là quand même. Est-ce que vous pensez que cette espèce de... Ben, si je comprends bien, premièrement, vous souhaiteriez d'avoir plus de communication avec le gouvernement, puis les commandes un peu, puis cet engouement-là pour être capable que ça soit palpable et d'avoir plus de planification. Mais est-ce que vous pensez que cette espèce de cafouillage-là va faire que l'engouement va s'estomper là, au Québec pour les véhicules électriques? Bon, je pense que ceux qui ont acheté un électrique vont garder l'électrique. Ça, c'est le pouls qu'on a sur le plancher. Là. Les gens disent, moi, j'en mets plus d'essence, j'aime ça, j'ai trouvé mes bornes, j'avais mes petits accrochages au début, le fil est coupé, on est deux sur la même borne, il a pris ma borne avant moi. Le monde, là, se sont fait une vie. Ceux qui ont... Moi, je dirais, là, que on a, je sais pas combien le parc automobile est électrique. Mon évaluation serait peut-être qu'on a un 12% de livrés, peut-être aujourd'hui. On est-tu à 10, on est-tu à 12? Oui, on a signé 40. Mais comme je vous disais, c'est là que le problème est né. Ouais. On n'a pas livré 40. On signait 30, 35. En décembre, ça montait à 45 des semaines. Mais on n'a jamais livré ça, là. Ils sont encore à livrer, ces autos-là, là. Moi, l'analyse que je vois, 18% peut-être, entre 15 et 20 naturels. Donc, un 15% qui sont déjà vraiment contents, puis 2-3%. Puis s'ils mettent un peu d'argent, ben c'est sûr que ça va aider. Oui, c'est vrai que les manufacturiers vont ajuster les programmes, parce que je l'ai tellement lu. Je pense sur 100 commentaires que j'ai lus d'Antoine une journée, il y en avait 95 qui disaient le gouvernement va s'enlever, puis les manufacturiers vont embarquer. Ils ont raison, mais pas à 100%. Si je pourrais juste pas corriger, mais je veux juste le dire, c'est pas ça. Puis je comprends qu'il y a des gens qui se disent « Ah, Colin, on paye ça avec nos fonds », mais en même temps, des fois, ça a permis aussi à des gens d'avoir un électrique qui aurait peut-être pas pu, puis aujourd'hui, ben il n'y a pas d'essence à mettre, puis est-ce que c'est vert? Ben là, on n'ira pas là. Oui, évidemment, et comme vous le dites, les constructeurs vont allonger, vont aider, mais assembler ces véhicules-là, le développement de véhicules électriques a coûté très cher. Atteindre les quotas également, c'est important. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un juste milieu. Il doit demeurer, selon vous, si je comprends bien, un juste milieu entre les aides gouvernementales pour le moment et la contribution des constructeurs. Ben, premièrement, je suis convaincu que c'est impossible d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre en 2035. C'est impossible. Déjà là, on le voit, là, parce que ben, là, c'est drôle un peu, parce que le consommateur, ben, il dit là, écoute, ça a été tellement compliqué, je vais m'acheter un auto à essence. Fait que là, le gouvernement se fait un petit peu punir, on dirait. Oui, exactement. C'est le réflexe des gens en ce moment. Vraiment, on va m'acheter un véhicule à essence, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est un peu qu'est-ce qu'on craignait. Puis je pense que ça va à l'encontre des objectifs du gouvernement parce que justement, il faut que ce système-là soit plus fluide pour ne pas décourager les gens dans un achat qui est déjà plein de points d'interrogation. Exact. Okay. Puis aussi, est-ce qu'on a l'électricité? Oui, ça, c'est une autre question pour une autre entrevue. Monsieur Leclerc... Je pense que, pour résumer, je pense que le gouvernement, en résumé, le gouvernement devrait vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de gens lésés dans cette histoire-là parce que tout le monde est de bonne foi. Ça, je pense que c'est le point numéro 1. Fait que si on rouvre pour régler tout ce qui est insatisfait là, qui est logique de régler. Moi, je parle d'un client qui a une facture, qui a un dépôt, qui
qui attendait son véhicule, puis c'est une vraie transaction. Tout le monde est content. Ça, on devrait régler ça, autant pour le concessionnaire que pour le client. Je pense qu'on doit revenir à une subvention. Est-ce qu'elle doit être aussi onéreuse? Je pense pas. Je pense qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire ça. Mais ils doivent prévoir des sous et le manufacturier va faire le reste. Puis tout le monde va y trouver son compromis, là. Je vous remercie énormément pour votre point de vue aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé votre temps parce qu'on n'avait pas le pouls. On a le pouls des consommateurs, comme on disait au début, puis on a le pouls des constructeurs, mais le pouls de quelqu'un sur le terrain comme vous, ça a beaucoup de valeur. Puis vos solutions, j'espère qu'elles seront entendues et que l'année 2025 va être un petit peu plus fluide, autant pour toute l'industrie automobile en général au Québec. Merci beaucoup, M. Leclerc. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, vers la fin de l'année, on a parlé de Jaguar, la marque anglaise qui battait de l'aile, en fait plus de produits, et on nous a présenté tout un nouveau branding, là, si on peut se permettre le terme anglophone, avec un prototype qui est complètement différent là, de ce qu'on s'attendait à voir chez le nouveau Jaguar. Mais on peut se payer un petit retour dans le passé chez Jaguar parce qu'il y a vraiment des véhicules qui ont marqué l'historique automobile, dont des berlines là, comme la X-Type. Et oui, si aujourd'hui Jaguar veut se réinventer, c'est que la recette classique ne fait justement plus recette. Mais cela fait longtemps que la situation du constructeur est compliquée. Ces différents repreneurs n'ont jamais parfaitement su quoi faire de la marque, et la X-Type en est un bon exemple. Mais là, pour comprendre là, ce véhicule-là, il faut remonter dans les années 80. C'est pas si loin. Des fois, tu nous as amené pas mal plus loin, mais là, c'est les années 80. Exactement. À ce moment, Jaguar vivote tranquillement dans les 30 000 ventes mondiales annuelles. Mais la vénérable marque anglaise est rachetée par Ford en 1989. Et le constructeur de Détroit a de l'ambition pour la compagnie de Coventry. Avec le lancement de la S-Type, codée série X200 en 1998, l'objectif était d'aller piétiner sur les plates-bandes de la série 5 et de doubler les ventes. Puis, avec le lancement de la X-Type, code X400, Jaguar devait bousculer la série 3 et doubler ses ventes de nouveau. Évidemment, c'était plus facile à dire qu'à faire. On a déjà entendu parler de ça, des constructeurs américains qui veulent s'impliquer dans une aventure de prendre d'assaut les compagnies allemandes, et ça s'est pas toujours soldé pour quelque chose qui a fonctionné. Non. Est-ce que Ford, en tant que grosse entreprise, a donné à Jaguar là, les moyens pour ces ambitions-là? Eh ben, pas vraiment, non. Puisque la X400 couvrait un tout nouveau segment de marché pour Jaguar, tout était à inventer. Et la première question à régler, c'était le choix de la plateforme. Il fallait que la X400 offre un agrément de conduite égal à la série 3, c'est-à-dire moteur longitudinal et roue arrière motrice. Si la plateforme de la S-Type, la DEW98, répondait à ces attributs, elle s'avérait trop chère pour réaliser un profit dans une gamme inférieure. La décision fut alors prise d'utiliser la CD132, développée pour la Ford Mondeo de deuxième génération. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une traction avant. Alors la X400 aura droit aux 4 roues motrices avec toutes les versions. Problème réglé. Pourtant, pour la X400, la plateforme est sérieusement revue. Toutes les dimensions changent et Jaguar conçoit de nouveaux trains roulants à l'avant. L'arrière fait appel au système multibras des Mondeo familiales. Le bloc AJ-V6 de 3 litres a été lancé avec la S-Type. Il est basé sur la famille Ford Duratec, mais s'en distingue par le calage variable des soupapes. Sous le capot de la X-Type, il développe 227 chevaux en Amérique du Nord, au lieu de 235 dans la S-Type. Il est secondé par une version 2,5 litres de 192 chevaux, toujours en Amérique. Côté transmission, Jaguar offre le choix entre une manuelle 5 rapports MTX75 d'origine Ford et une automatique 5 rapports fournie par Jatco. En conduite normale, la transmission intégrale fonctionne avec une répartition 40-60 entre l'avant et l'arrière, histoire de s'approcher du comportement des Allemandes de référence. Enfin, la direction est une ZF Servotronic 2. Là où Ford va investir massivement, c'est sur le site de production. Pour fabriquer la X400, Ford récupère l'usine de Halewood, qui fabriquait des Ford Escort, et la reconditionne au standard de Jaguar pour 300 millions de livres sterling, environ 660 millions de dollars canadiens en 2000. Les employés de Ford sont même formés au glorieux passé de la marque au félin. Ford monte les cadences de production très lentement afin d'assurer la meilleure qualité possible. Ben là, on voit des images là, à l'écran des divers designs. Est-ce que c'est des choix audacieux que Jaguar a fait là, pour la X-Type? Non, alors l'idée, c'est de ne pas choquer.
Pourquoi? Parce qu'après un bon départ commercial, la X-Type s'est fait reprocher par la presse spécialisée d'avoir un style un peu trop néo-rétro, inspiré par la Mark II, produite de 1959 à 1967, même si cette mode néo-rétro fait rage à l'époque. C'est pourquoi, pour la future X-Type, le designer Wayne Burgess, sous la direction de Jeff Lawson, qui a entre autres signé la XJ220, va réaliser des lignes élégantes, mais plus conventionnelles, basées sur des études de marché effectuées aux États-Unis, là où est censé se vendre le plus la X400. À l'intérieur, tout ce qui se voit, à part quelques boutons, provient de chez Jaguar et non pas de la Mondeo. Il faut dire que la planche de bord de la X-Type, partagée avec la Lincoln LS, n'avait pas été très très bien accueillie. Quand est-ce qu'on a lancé ce produit-là là, du côté chez Jaguar? La X-Type arrive sur le marché européen en millésime 2001 et l'année suivante en Amérique du Nord. L'accueil initial est plutôt bon, la tenue de route, sans être aussi sportive que sa concurrente bavaroise, est jugée excellente, ainsi que le confort. Le 3 litres s'attelle bien à sa tâche, mais le 2 litres 5 s'avère un peu juste. Parmi les défauts, on peut citer des plastiques intérieurs moins solides que les allemandes et des places arrière qui manquent d'espace. Mais rapidement, la X-Type souffre d'un déficit d'image assez bizarre. On trouve le style trop Jaguar et la partie mécanique pas assez Jaguar. Pourtant, quand Audi fabrique une A4 sur une plateforme de Passat, personne ne s'en émeut. Si la petite Jaguar vient bien équipée de série et avec un rouage intégral d'office, elle se place tout de même un petit peu défavorablement en matière de prix face à ses concurrentes. La version 2 litres 5 à 49 250 $ est opposée à une Audi 1.8 litres Quattro à 37 000 $, une 325i à 38 900 ou une C240 de chez Mercedes à 39 450. Quant au modèle 3 litres facturé 49 950, il a en face de lui une Audi A4 à 45 000 $, une 330i à 46 500 ou une Mercedes C320 à 50 600. Les ventes mondiales s'élèvent à 55 600 exemplaires en 2001, 69 050 en 2002, alors qu'elles auraient dû atteindre les 100 000 avec le lancement nord-américain. Là, je pense que c'est le bout de l'histoire qu'on parle, que ça va pas bien. Alors, comment que Jaguar va réagir à ces ventes-là qui sont on ne peut plus décevantes, là? La marque arrête le développement des variantes de la X-Type. Le constructeur était en train de concevoir une X-Type R, dotée d'un V6 3 litres à compresseur et d'ailes gonflées, ainsi que d'un coupé qui avait, paraît-il, des lignes très élégantes. Il ne reste du budget que pour 2 projets, les versions diesel et une carrosserie familiale baptisée Sportwagon. Cette dernière est dessinée sous la houlette de Ian Callum, qui a remplacé Geoff Lawson après son décès en 1999 à seulement 54 ans, et est introduite en cours de millésime 2004 au Canada. Quant au diesel, indispensable en Europe, ils arrivent sous la forme de 4 cylindres de 2 et 2,2 litres, respectivement développant 126 et 150 chevaux, pour le millésime de ligne 3, uniquement en traction avant et sans la possibilité de boîte automatique. Ces diesels ne seront jamais vendus en Amérique du Nord, tout comme la version essence V6 de 2,1 litres traction avant présentée en 2002. Mais rien de fait, les ventes baissent régulièrement, 61 600 exemplaires en 2003, 60 000 en 2004, 42 975 en 2005, 29 400 en 2006 et 20 150 en 2007. En 2008, la X-Type bénéficie d'un restylage modéré. Nouvelle calandre, nouveau rétroviseur, retouche intérieure et diesel optimisé pour l'Europe. C'est tout. Logiquement, les ventes continuent de chuter, 15 950 exemplaires en 2008 et 8 050 en 2009, dernière année de commercialisation. Au Canada, elle aurait connu des évolutions très réduites, Ensemble Sport et VDP pour Vandenplaats, pour la 3 litres en 2005, moteur 2,5 litres supprimé en 2006, contrôle de stabilité de série en 2007, avant de disparaître à la fin du millésime 2008. Wow. Ben, c'est ça, hein, c'est la machine allemande là, qu'on essaie de se prendre chez Jaguar qui n'a pas fonctionné. Ça a dû coûter cher à Jaguar, cette aventure-là avec la X-Type? Alors en 2014, le cabinet d'analyse Bernstein Research avait calculé que Jaguar avait perdu 4 687 € par exemplaire vendu, soit plus de 1,7 milliard d'euros ou 2,5 milliards de dollars canadiens sur la durée de vie du modèle. Le choix de la plateforme CD132 a coûté cher à la marque, même si, au final, la X-Type ne partage que 19% de ses composants avec une Mondeo. Apparemment, c'était encore trop pour les puristes. Une fois passé sous la direction du consortium indien Tata, Jaguar retentera l'aventure d'un véhicule compact en 2015 avec la XE, avec toujours autant de succès. Ah oui, c'est vrai, la X, ça aurait été beau sur papier, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. L'histoire continue. Merci beaucoup, Hugues, de nous avoir amenés dans le passé avec cette Jaguar X-Type.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Gabriel, on a déjà parlé, toi puis moi, de la mode des utilitaires coupés, du côté des utilitaires de luxe, surtout là, des Allemands qui ont un peu introduit ça dans le marché et puis qui semblent venir avec pas mal tous les inconvénients, sauf le look un peu qui est bon, mais qui viennent avec leur lot d'inconvénients. Et là, on a la marque coréenne Genesis qui a pris son GV80 coupé, son GV80 utilitaire familial de luxe, et qu'il a fait un modèle coupé. Et puis, on l'a essayé un peu les deux, mais moi, j'avais pas entendu ton avis sur ce véhicule-là. Ben écoute, phénomène de mode, moi, perso, tous les VUS de style coupé, ça me dit absolument rien. Un VUS, c'est fait pour être pratique, c'est fait pour être utilitaire. Il est dans le nom, là. Exactement. C'est ça. Puis là, maintenant, bon, c'est le X6 qui a commencé cette mode-là chez BMW. Mine de rien, pour un phénomène de mode, ça date de 2008. Ben, c'est ça, exactement. Avec le X6. Et là, maintenant, surtout, on l'a vu aussi, ce phénomène-là, avec les berlines. Pour pouvoir vendre une berline, les constructeurs se devaient lui donner une ligne de coupé. On a vu la Stinger, on a vu la Accord, ces choses-là. On a l'impression que c'est un peu, des fois, la même chose du côté des VUS. Mais toujours est-il que, bon, évidemment, Genesis, il y a le GV80 et il y a ce GV80 coupé qui, lui, se veut une version plus sportive, un peu plus performante aussi du VUS. Ouais. Alors, on va aller cibler les AMG chez Mercedes, on va aller cibler les VUS M. Qui sont quand même des gros canons, là. Exactement. Ouais, monsieur. Et Genesis, bon, sont de bons produits, mais c'est pas une marque qui a le même cachet que un BMW XM, Motorsport de la division M pour les VUS, ou AMG chez Mercedes-Benz. Alors, c'est un VUS qui coûte cher. Le prix de base est 104 000 $. Il y a beaucoup d'équipements de série, ça c'est clair. Les options sont super limitées. Chez Genesis, on équipe les véhicules quand même assez bien, puis on leur donne beaucoup de services. Chaîne audio, Bang & Olufsen, tu as les sièges chauffants et ventilés, tu as un paquet d'éléments qui sont souvent proposés en option chez d'autres constructeurs qui sont maintenant de série sur ce modèle. Mais surtout aussi, on a le moteur le plus puissant développé chez Genesis, donc le V6 3,5 litres biturbo. Et en plus de ça, on ajoute un compresseur volumétrique électrique pour développer 409 chevaux, 405 livres-pieds de couple. Donc, ça en fait le moteur le plus puissant pour cette marque-là. Une boîte automatique à 8 rapports, rouage intégral, tout ça, bon, évidemment, on s'y attendait. Un différentiel glissement limité à contrôle électronique, des suspensions qui sont calibrées différemment, jantes de 22 pouces et tout. C'est clair que c'est un véhicule qui est plus performant que le GV80 style VUS. Bon, évidemment, il y a surcroît de puissance, surcroît de couple. Et il est vraiment tant aussi longtemps que la chaussée est belle, là, c'est vraiment un véhicule qui est très confortable, très silent, juste assez de bruit de moteur pour que ce soit cool, là, mais pas trop. Puis, de ce côté-là, c'est vraiment un très, très bon véhicule. Moi, j'ai passé 2 semaines au volant de ce véhicule-là, puis j'ai vraiment aimé. Les points faibles, évidemment, la consommation de carburant, 13,8 litres de moyenne, c'est ce que moi j'ai noté. Encore une fois, le cachet qui n'est pas celui d'un Mercedes, d'un Audi, d'un BMW. Si je ne me trompe pas, là, ce véhicule-là est un peu entre deux. Là. On parle d'AMG M, OK? Je l'ai conduit, là, le coupé, puis je me dis, tabarnouche, il manque de mordant pour être capable de rivaliser avec ces véhicules-là. Mais on se trouve dans des prix qui approchent là, un peu, même pas AMG et M. On pourrait avoir du côté allemand qui serait plus sportif. Mais quand même, c'est un Genesis de plus de 100 000 $. Et c'est ça qui est... C'est là où ça accroche un peu. Donc, le manque un peu de cachet de la marque, le prix qui est élevé. Il y a aussi d'autres petits détails, là, comme par exemple la télécommande, l'ouverture des portes. Il y a tellement de boutons sur la télécommande, des fois que tu ne sais plus si tu es en train de déverrouiller ou de verrouiller le véhicule parce que c'est un peu mal foutu de ce côté-là. Mais ça, tu vas me dire, c'est un détail. Il y a des choses cool comme Apple CarPlay sans fil, finalement, là, sur ce véhicule-là. Ça, c'est bien aussi. Mais, puis bon,
Pour ce qui est de l'agrément de conduite, ça demeure un véhicule qui est relativement lourd. Tu as quand même 6 modes de conduite, un mode Sport Plus qui le rend un peu plus agressif, mais on n'est pas tout à fait là. Ouais. On n'est pas tout à fait là pour ce qui est des performances puis de la dynamique surtout. Ouais. Mais toujours est-il que c'est un produit de qualité. L'intérieur est magnifique. Ah, c'est beau. Puis, tu sais, c'est ce qu'on aime ou on n'aime pas. Le look est réussi. Ouais, c'est subjectif, là. Les goûts sont dans la nature, mais quand même, les designers chez Genesis, on l'a l'affaire. Oui, c'est ça. Puis, bon, celui-là se démarque aussi par certaines choses, comme par exemple, des ceintures de sécurité de couleur orange, des sièges qui sont des sièges sport. Tu as un volant aussi avec une partie plate à sa base. Tous les petits éléments qui lui donnent un petit cachet sport. Le fait aussi, quand tu changes de mode de conduite, les cadrans sur l'écran qui te projette ces cadrans-là, ça change de couleur, ça vient au rouge en mode Sport Plus. Des petits détails comme ça. Mais encore une fois, pour ce qui est de la dynamique, on n'est pas encore tout à fait là. Ben c'est ça, parce que je trouve que, par exemple, chez Genesis, on a annoncé la lignée de modèle Magma, Magma, qui va, je pense, plus rivaliser avec AMG et M selon les dires. Là. Tandis que là, c'est pour ça que je trouve que le GV80 coupé, il est comme un peu entre deux. Je pense, tu sais, peut-être que les gens vont l'aimer puis tout ça, puis ils vont le prendre parce que c'est différent d'un véhicule allemand, puis c'est comme une première incursion dans le monde plus performant. Là. Justement, on parle d'entre deux. Moi, ma question, c'est est-ce que ça reste un véhicule qui est quand même confortable ou est-ce qu'ils ont été chercher déjà un compromis trop sportif pour nos jolies routes? Non, moi je pense que ça demeure confortable. Ouais, c'est pas mal. Évidemment, le fait que ça roule sur des jambes de 22 pouces, c'est peut-être pas ta cause, là, surtout en hiver. Mais non, c'est pas mauvais du tout côté confort. Ce que j'aime pas aussi, puis en général, des véhicules comme ça, les coupés, puis ça c'est du côté des Allemands comme du côté de Genesis, c'est que non seulement il y a moins d'espace de chargement. Chez Genesis, je pense qu'on est parvenu à pas enlever d'espace. Le dégagement pour la tête, ça a bien été. Mais du côté des Allemands, c'est pas le cas. On compromet beaucoup, puis les coupés, les versions coupées sont toujours plus chères. Tu t'en montes un là, chez Mercedes, Porsche, le Cayenne est toujours 5 000 $ plus cher, 6 000 $ plus cher. Donc, tu as cette espèce de compromis-là qui va chercher un acheteur qui veut réellement avoir quelque chose de plus sportif, mais qui se résigne à avoir un utilitaire parce qu'il a quand même besoin d'un utilitaire, mais il perd ces utilités-là du véhicule en payant un peu plus cher. Là, donc. Oui, clairement, côté look, bon, évidemment, c'est essentiellement la même chose que le VUS GV80 jusqu'au pilier B. À partir de là, c'est autre chose. Après ça... Exactement. Mais tu as raison, par contre, au niveau du dégagement pour la tête à la deuxième rangée, ils ont travaillé ça pour être capable de le faire dans le design. Bon. Il y a juste, évidemment, le volume d'espace cargo. Oui, évidemment. Avec la lunette arrière, évidemment. Bon. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Passez nous voir au Salon de l'Auto de Montréal, au Palais des Congrès. Toute la semaine, on va être là. Donc, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.